Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous diffuserons l'interview de Pierre-Antoine Allard, à qui nous reviendrons sur le rôle de la coopérative pour laquelle il travaille. Puis nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu, senior analyste chez Day by Day, pour la commo du jour. Mais en ouverture de notre mini-mag, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet www.lalettre-de-l'acheteur.com. Et on commence avec l'Australie, puisque dans son tout dernier rapport, le Bureau australien de l'économie et des sciences de l'agriculture a relevé son estimation pour la récolte de blé de 2022. Elle culminerait, selon lui, à 36,6 millions de tonnes, dépassant le record de l'an dernier qui était de 36,4 millions de tonnes. Cet ajustement à la hausse s'explique par les précipitations qui sont tombées ces derniers mois, et qui s'explique par le fait que la Niña, vous savez, ce phénomène météorologique, a provoqué des inondations au printemps à l'est du pays, donc des pertes de récoltes. Les conditions ont donc été très favorables au développement des blés dans les États du sud et de l'ouest, et le temps sec de ces derniers jours permet une moisson dynamique. Côté qualité, les retours du terrain sont pour l'instant plutôt mitigés. Ces niveaux de production présagent d'importantes exportations australiennes pour la campagne 2022-2023. Selon le département américain de l'agriculture, elles atteindraient 26 millions de tonnes pour le blé, 7,2 millions de tonnes pour l'orge et 5,2 millions de tonnes pour le colza. Des approvisionnements conséquents qui viennent s'ajouter à ceux de la mer Noire et pourraient peser sur les prix mondiaux. En décembre, la campagne de citron caviar du Guatemala est à son comble, coïncidant avec les fêtes de Noël durant lesquelles la consommation augmente de manière significative. Le citron caviar est un agrume exotique qui a trouvé une niche intéressante sur le marché européen, et bien que son épicentre de production soit au Guatemala, il est encore largement inconnu en Amérique centrale. Néanmoins, cette méconnaissance représente également une importante opportunité de développer sa consommation. Enfin, la récolte mondiale de maïs de la campagne 2022-2023 devrait être inférieure de 6,5 millions de tonnes aux prévisions initiales, 4,5 millions de tonnes en moins pour l'Ukraine et 1 million de tonnes pour la Russie. Ce sont les derniers chiffres publiés le 9 décembre dernier par le ministère américain de l'Agriculture, l'USDA. Dans son rapport mensuel, la révision à la baisse de la production mondiale est partiellement compensée par la réduction de la consommation, principalement pour l'alimentation animale, qui devrait baisser de 5 millions de tonnes. Je vous invite à rester avec nous, puisque juste après cette courte page de réclame, nous vous diffuserons comme promis l'interview de Pierre-Antoine Allard, responsable du service commercial et collecte chez Océalia Group. Et juste après, nous nous retrouverons en direct pour la commo du jour avec Mathieu Driol. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais temps maintenant de retrouver Pierre-Antoine Allard. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du service commercial et collecte chez Océalia Group. Pierre-Antoine, est-ce que vous pouvez nous présenter les activités d'Océalia Group ? Oui, alors Océalia, c'est un groupe coopératif qui est basé dans le centre-ouest de la France. Le siège est de Cognac. C'est un groupe qui fait un petit peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sur la campagne passée, avec différentes activités. Une activité historique de la coopérative qui est basée sur l'agriculture et majoritairement sur la collecte des grandes cultures, mais avec également des activités viticoles du fait de la région, bien entendu, une activité élevage également. Donc un panel d'activités assez diversifié pour la coopérative, et un groupe qui est développé et qui a investi un petit peu dans les filières, notamment vers l'aval, puisqu'on a une partie, un pôle agroalimentaire dans lequel on retrouve Sphère Production, qui est par exemple un des leaders du popcorn en Europe de l'Ouest, le groupe Soficor avec notamment les marques de Menguise, pour ceux qui apprécient le beurre de cacahuète. On a également des filiales spécialisées dans les spiritueux, du fait de la région, le cognac, le pinot, les vins de pays charentais. Et puis bien entendu, les jardineries sous l'étendard gamme vert, avec une 50aine de magasins dans la région. Et vous avez combien d'adhérents dans votre coopérative ?
Alors, la coopérative aujourd'hui, en termes dans l'activité collecte, c'est entre 8 et 10 000 adhérents actifs pour une collecte de l'ordre de 1 300 000, 1 400 000 tonnes selon les années, enfin tout allant bien, puisqu'on a connu des années un petit peu compliquées, et notamment la et on va y revenir. Et puis essentiellement, enfin, une coopérative qui est régionale, hein, donc on est ancré dans un territoire et on collecte sur 8 départements, c'est-à-dire l'essentiel du Poitou-Charentes, le Limousin et le nord de la Dordogne. Très clair, donc ça c'est pour la partie amont, donc, et pour la partie aval, qui sont les clients de la coopérative? Alors nos clients, c'est essentiellement des industriels de la première transformation, donc bien sûr des meuniers, des fabricants d'aliments, des triturateurs, des gens qui font de l'huile avec les graines oléagineuses, des amidonniers, des éthanoliers. Donc voilà, on a toute une gamme de clients qui sont spécialisés dans la première transformation, essentiellement. Très clair. Donc vous êtes responsable, donc vous travaillez pour la partie coopérative, vous êtes responsable de la collecte. Comment s'est passée la saison, enfin la collecte, la saison 2022, oui, la récolte 2022? Alors la récolte 2022, elle a été, on peut dire, catastrophique, hein. On a subi des aléas climatiques à répétition. On a eu une fin de printemps avec des gelées tardives qui ont commencé déjà à provoquer des dégâts. Et puis à partir du mois de mai, une sécheresse comme on n'en avait pas connue depuis des dizaines d'années. Et des températures extraordinaires. Je ne reviens pas sur le scénario de l'été, tout le monde l'a en tête. L'actualité a été suffisamment brûlante sur le sujet. Mais effectivement, ça a eu un impact majeur sur les productions chez nous, puisqu'on a perdu 30 à 35% des volumes par rapport à ce qu'on pouvait espérer au milieu du printemps. Et comment vous gérez justement le risque de volatilité et comment vous gérez la marge? Est-ce que ça a compliqué la gestion de la marge dans votre coopérative? Alors oui, ça complique la gestion de la marge, puisque nous on fait du commerce de gros, donc on achète des volumes, on vend des volumes et on essaie de garder une marge d'activité, une marge pour faire tourner les outils de la coopérative. On fait du stockage, on fait un petit peu de travail du grain. Et donc nous on prend une marge à la tonne. Donc effectivement, quand il manque des volumes, on est tout de suite impacté en termes de marge. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et puis il y a également la volatilité, le risque qui est lié au marché, hein, là pour le coup. Là, qui est un risque structurel qu'on a l'habitude de gérer, qui demande de l'énergie et du sang-froid toujours, en particulier depuis 1 an ou 2 avec les événements qu'on connaît tous et qui ont largement perturbé nos marchés. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on a à gérer. Alors vous faites référence non pas à la guerre en Ukraine, mais à la crise sanitaire, c'est ça, aux différents confinements qui ont impacté l'économie française et mondiale, du coup, par force des choses. Tout à fait, mais il y a un continuum d'actualités qui ont contribué à rendre le commerce en règle générale et les marchés, en particulier les marchés des matières premières agricoles, très compliqués. Mais effectivement, le Covid, l'entrée dans le Covid, la sortie du Covid, et puis la guerre en Ukraine, et puis les aléas climatiques au milieu de tout ça. Oui, très clair, effectivement. Est-ce que votre coopérative est tournée vers l'international, et auquel cas, est-ce que la guerre en Ukraine a eu un impact sur son activité? Oui, alors nous, du fait de notre positionnement géographique, on a une activité export qui est importante, hein, via les ports de la façade atlantique, en tout cas les plus proches de nous, de Bordeaux jusqu'à La Rochelle, le port de la Palisse, où on est notamment le premier apporteur et le premier metteur à FOB à la SICA Palisse. Donc la Palisse, c'est le deuxième port d'exportation de céréales en France. Hein. D'accord. C'est un gros port d'exportation. On est dans un territoire où il n'y a pas une grosse densité de transformation industrielle, donc naturellement pas mal d'exportations vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique de l'Ouest notamment, et puis également vers d'autres pays d'Europe de l'Ouest selon les produits qu'on regarde. Oui, la guerre en Ukraine, elle a eu un impact majeur, puisque d'un seul coup, on s'est retrouvé avec des fournisseurs de la mer Noire qui sont des fournisseurs incontournables dans les marchés céréaliers, qui se sont retrouvés en incapacité de livrer leurs clients. Et donc on a eu une augmentation assez phénoménale de la demande sur nos origines, et donc une augmentation assez importante de l'activité, avec des moyens qui, eux, étaient toujours les mêmes, voire même un petit peu contraints. On sait que les logistiques aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vrai aussi dans notre région. D'accord. Et ça a eu un effet sur les prix pratiqués par vos adhérents, et est-ce que l'inflation est rentrée en compte? Est-ce que la logique d'inflation, les problématiques de hausse de prix ont impacté l'activité de vos, alors plutôt de vos clients, je dirais, cette fois-ci?
Alors ça a impacté un peu tout le monde évidemment. Ça impacte nos producteurs qui ont des coûts de production qui ont explosé du fait de la hausse des engrais, du fait de la hausse du carburant, etc. Ça impacte nos activités aussi, puisqu'on a des activités qui peuvent être assez énergivores, notamment en termes d'électricité ou de gaz, quand on parle du séchage du maïs par exemple. Et évidemment nos clients, puisqu'on est, comme je disais, surtout des clients qui sont dans l'industrie de la première transformation, donc avec des coûts énergétiques qui sont assez importants dans leur modèle économique et effectivement ça les a largement impactés. L'énergie monte, les matières premières ont beaucoup monté. Agricole, le blé, il est passé en 1 an et demi, on a connu des prix autour de 170-180 € la tonne et on est monté à plus de 430. Ah, c'est gigantesque. Donc là, on est descendu un petit peu, mais ça fait des écarts de prix qui sont très importants et des variations qui sont pas toujours simples à aussi absorber pour nos clients. Oui, c'est très clair. Et du coup, c'est le défi majeur que rencontreront vos fournisseurs, vos adhérents. Je pense que toute notre filière elle est confrontée à ce défi des hausses de prix en règle générale, des hausses des coûts. On peut dire même. C'est vrai sur tous les maillons de notre filière, et puis je crois que c'est vrai aussi très largement dans toutes les filières économiques. Aujourd'hui, on en parle suffisamment pour se rendre compte que tout le monde est assez fortement impacté. Oui, très clair, effectivement, c'est un problème global. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Allard. Je rappelle que vous êtes responsable du service commercial et collecte chez Ocealia Group. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On marque une rapide pause, et on se retrouve juste après pour la commo du jour avec Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette nouvelle édition du Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Et il est désormais temps, comme convenu, de retrouver Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Mathieu, comme tous les 15 jours dans cette édition du Minimag. On va commencer votre analyse par le soybean meal, le tourteau de soja, Mathieu. Oui, un tourteau qui a déclenché fin 2021, début 2022, un mouvement haussier, ma foi, assez dynamique, permettant l'inscription d'un plus haut à 484,60. Il a passé à peu près le reste de l'année à consolider cette impulsion, revenant chercher à de nombreuses reprises la zone de support majeur aux alentours des 390. Cette zone est d'ailleurs renforcée en fait par le ratio de 50% de Fibonacci. C'est un ratio toujours très important dans une lecture haussière. Ça veut dire qu'on a monté de 100, qu'on corrige de 50. On est sur un rythme en fait parfaitement soutenable dans le temps. Les cours après cette consolidation ont déclenché dernièrement une très belle phase d'accélération, franchissant surtout le dernier sommet à 444 grosso modo. Lorsque l'on franchit un dernier sommet descendant et que l'on sort comme cela par le haut d'une consolidation, c'est que probablement la tendance précédente reprend ses droits. Les acheteurs se remettent à acheter le tourteau de soja. Il faut donc anticiper, bien sûr, ce sous-jacent, la formation à moyen terme de nouveaux sommets au-delà des 484,60. Les prochaines résistances sont à 503,50 puis 542 grosso modo pour les mois à venir. Pour les mois à venir, les 6 prochains mois à peu près, c'est ça globalement ? Oui, sur cet horizon de temps hebdomadaire, où un bâtonnet représente une semaine de cotation, effectivement, on peut se projeter sur un horizon de temps de cet ordre. Et si ce scénario que vous privilégiez ne se réalise pas, quels seraient les supports que les cours pourraient aller chercher ? Alors, il serait de bon ton en fait de transformer la précédente résistance aux alentours des 444 en tant que support. Pourquoi ? Parce que ça générerait en fait une polarité, donc ici une polarité haussière, une ancienne résistance qui devient un soutien. Et c'est ça, ce type de signaux est toujours un élément de tendance assez notable, assez fort. Donc, on voudrait bien pour confirmer cette dynamique que les cours restent au-dessus de 444. Alors néanmoins, l'invalidation de ce scénario, pour l'instant, il est toujours tout en bas, au niveau du support majeur, de la zone, entre 400 et 388. Et 388, ok, très clair. Merci Mathieu pour cette analyse du soybean meal, tourteau de soja. On va enchaîner avec un indice. Alors un indice que vous nous présentez pas très souvent, parce que finalement il n'est pas
très connu, il n'est pas connu autant que ça, c'est l'indice de l'eau. Alors, c'est un indice qui a été créé en décembre 2020, qui est porté par les bourses de Chicago et le Nasdaq. Et alors comment est-ce que vous l'appelez cet indice? C'est le Nasdaq Veles California Water Index. Voilà, c'est un indice en fait qui compile les transactions de l'eau dans l'environnement proche de la Californie, qui a toujours des besoins en eau énormes. On se souvient des énormes incendies suite à des sécheresses, et donc effectivement ils ont mis en place le prix de l'eau là-bas, et qui se calcule en fonction des transactions réalisées. Je crois qu'ils ont 5 ou 6 gros nappes phréatiques ou réservoirs d'eau, et puis elle est comme aux États-Unis, tout s'achète, tout se vend. Et là-bas, il fixe le prix de l'eau. Cet indice, en fait, on constate une longue phase de baisse, si je prends un peu de recul, entre 2014 et puis janvier 2020. La période janvier 2017, janvier 2020, effectivement, a été considérée comme étant une base de fondation. Les cours évoluent dans un intervalle dont il s'extrait par le haut très violemment au cours de l'été 2020, déclenchant une première phase de hausse. On a, à ce titre-là, à ce moment-là, des sommets qui sont ascendants 2 à 2, et depuis cette tendance ne s'est pas démentie, avec notamment, là aussi je reviens sur mes histoires de polarité. On voit bien que chaque nouveau sommet est l'occasion de construire un support. J'en témoigne 686, avec le franchissement très net de cet obstacle au cours de l'année 2021 et le repositionnement en tant que support au cours de l'année de janvier 2022. Nouvelle accélération plus tard, nouveau plus haut historique à 1282. Ça paraît pas, mais quand même, en l'espace d'un peu plus de 2 ans, on passe d'environ 200 à quasiment 1300. C'est une lecture très haussière, et ce qui me paraît intéressant sur ce graphique, c'est que l'on revient sur le précédent sommet à l'heure actuelle aux alentours des 936. Si on considère donc cette lecture haussière, cette lecture en polarité, l'ancien sommet à 936, alors au delta près, on n'est pas obligé de s'arrêter pile poil à 938, on peut aller un peu égratigner le support pour aller rechercher la moyenne mobile à 100 jours ascendante, support dynamique qui est légèrement en dessous des 900. En tout cas, cette zone me paraît être intéressante pour jouer une reprise de la tendance haussière, et qu'elle irait inscrire de nouveaux plus hauts. On peut calculer les résistances théoriques à 1437 et 1554. 1437 et 1500. Combien vous avez dit, pardon, 1554. Ok, très clair. Merci Mathieu pour cette analyse de l'indice de l'eau californien qui fonctionne par polarité, c'est-à-dire que chaque nouvelle résistance devient support. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyse support pour Day by Day, qui est avec nous tous les 15 jours dans cette édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, cette édition qui est désormais terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en janvier pour une nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur qui a priori est programmée le 13 janvier prochain. Je vous souhaite donc une excellente journée, je vous souhaite un excellent week-end, et j'espère que lundi, quand vous suivrez le journal de Roselyne Pagès à 8h55 dans le live de Téléfinance, elle ouvrira ses news par une très bonne nouvelle en provenance du Qatar. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur Téléfinance.